4. Égalité, le futur appartient à qui possède les data. Au cours des toutes dernières décennies, on a seriné aux habitants du monde entier que l'humanité était sur la voie de l'égalité, et que la mondialisation et les nouvelles technologies nous en rapprochaient à grands pas. En réalité, le XXIe siècle pourrait bien créer les sociétés les plus inégales de l'histoire. Si la mondialisation et l'Internet comblent l'écart entre les pays, ils menacent de creuser le fossé entre les classes, et au moment même où l'humanité paraît au seuil de l'unification globale, l'espèce elle-même pourrait se diviser en différentes castes biologiques. L'inégalité remonte à l'âge de pierre. Voici 30 000 ans, les bandes de chasseurs-cueilleurs enterraient certains de leurs membres dans des tombes somptueuses avec des milliers de perles d'ivoire, des bracelets, des bijoux et autres objets d'art, alors que d'autres n'avaient droit qu'à un simple trou dans le sol. Ces bandes de chasseurs-cueilleurs n'en étaient pas moins plus égalitaires que toutes les sociétés humaines qui ont suivi, parce que la propriété y était très rare. La propriété est une condition préalable de l'inégalité à long terme. À la suite de la révolution agricole, la propriété s'est multipliée et, avec elle, l'inégalité. Les humains devenant propriétaires de la terre, des animaux, des plantes et des outils, sont apparus des sociétés hiérarchiques rigides avec de petites élites monopolisant le gros des richesses et le pouvoir de génération en génération. Les hommes ont fini par juger cet arrangement naturel, voire voulu par les dieux. La hiérarchie n'était pas seulement la norme, mais aussi l'idéal. Comment peut-il y avoir un ordre sans une hiérarchie claire entre aristocrates et roturiers, hommes et femmes ou parents et enfants? Prêtres, philosophes et poètes du monde entier devaient l'expliquer patiemment. De même que dans le corps humain tous les membres ne sont pas égaux, les pieds doivent obéir à la tête, dans la société humaine l'égalité n'apportera que le chaos. Dans les temps modernes, cependant, l'égalité a fini par devenir un idéal dans presque toutes les sociétés humaines. Cela tient en partie à l'essor des idéologies nouvelles du communisme et du libéralisme. Mais la révolution industrielle y est aussi pour quelque chose dans la mesure où elle a rendu les masses plus importantes que jamais. Les économies industrielles se sont appuyées sur les masses de travailleurs ordinaires, les armées industrielles sur les masses de simples soldats. Les gouvernements des démocraties et des dictatures ont lourdement investi dans la santé, l'enseignement et le bien-être des masses, parce qu'elles avaient besoin de millions de travailleurs en bonne santé pour faire tourner les chaînes de production et de millions de soldats loyaux pour combattre dans les tranchées. Aussi l'histoire du XXe siècle a-t-elle largement tourné autour de la réduction des inégalités entre les classes, les races et les sexes. Même si le monde de l'an 2000 avait encore sa part de hiérarchie, il n'en était pas moins bien plus égalitaire que le monde de 1900. Dans les premières années du XXIe siècle, les gens espéraient que le processus égalitaire se poursuivrait, voire s'accélérerait. En particulier, ils espéraient que la mondialisation propagerait la prospérité économique à travers le monde et que, de ce fait, l'Inde et l'Égypte finiraient par jouir des mêmes opportunités et privilèges que les habitants de la Finlande et du Canada. Toute une génération a grandi avec cette promesse. Il semble aujourd'hui que cette promesse ne pouvait être tenue. La mondialisation a certainement profité à de larges segments de l'humanité, mais on observe des signes d'inégalité croissante entre sociétés et en leur sein. Certains groupes monopolisent de plus en plus les fruits de la mondialisation, tandis que des milliards de gens restent à la traîne. Mais il y a plus alarmant encore. Les 100 personnes les plus riches possèdent plus que les 4 milliards les plus pauvres. Ce pourrait être bien pire. L'essor de l'IA, on l'a vu, pourrait éliminer la valeur économique et le pouvoir politique de la plupart des hommes. Dans le même temps, les progrès de la biotechnologie pourraient permettre de traduire l'inégalité économique en inégalité biologique. Leur prodigieuse fortune finira par permettre aux super riches de faire une chose qui en vaut vraiment la peine. Jusqu'ici, ils ne pouvaient acquérir guère plus que des symboles de leur statut. Bientôt, c'est la vie même qu'ils pourraient acheter. Si les nouveaux traitements permettant de prolonger la vie et d'augmenter les capacités physiques et cognitives se révèlent onéreux, l'humanité pourrait se trouver fracturée en castes biologiques. Tout au long de l'histoire, les riches et les aristocrates ont toujours imaginé qu'ils possédaient des talents supérieurs à tous les autres, ce qui expliquait pourquoi ils étaient aux commandes. Pour autant qu'on puisse le dire, ce n'était pas vrai. Le duc moyen n'avait pas plus de talent que le paysan moyen. Il ne devait sa supériorité qu'à une discrimination légale et économique injuste. En 2100, cependant, les riches pourraient bien être réellement plus talentueux,
plus créatifs et plus intelligents que les habitants des bidonvilles. Dès lors qu'un écart de capacité s'ouvrira entre riches et pauvres, il deviendra presque impossible de le fermer. Si les riches se servent de leur capacité supérieure pour s'enrichir encore, et que leur argent supplémentaire leur permet d'acheter des corps et des cerveaux améliorés, avec le temps l'écart ne fera que se creuser. En 2100, le 1% le plus riche possédera non seulement le gros de la richesse mondiale, mais aussi la majeure partie de la beauté, de la créativité et de la richesse, les deux processus réunis, le génie biologique associé à l'essor de l'IA. Pourrait donc aboutir à la séparation de l'humanité en une petite classe de surhommes et une sous-classe massive d'homo sapiens inutiles. Mais cette situation inquiétante pourrait être pire encore, alors que les masses perdront leur importance économique et leur pouvoir politique, l'État pourrait perdre au moins une partie de l'incitation à investir dans la santé, l'éducation et le bien-être. Il est très dangereux d'être en surnombre. L'avenir des masses dépendra alors de la bonne volonté d'une petite élite. Peut-être cette bonne volonté existe-t-elle pour quelques décennies. Mais en temps de crise, comme la catastrophe climatique, il serait très tentant et facile de balancer par-dessus bord les gens superflus. Dans des pays comme la France et la Nouvelle-Zélande, riches d'une longue tradition de croyances libérales et de pratiques de l'État-providence, peut-être l'élite continuera-t-elle de s'occuper des masses même quand elle n'en aura plus besoin. Dans un pays plus capitaliste tel que les États-Unis, cependant, l'élite pourrait saisir la première occasion pour démanteler ce qu'il reste de l'État-providence. Un problème plus grave encore se profile dans les grands pays en voie de développement comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil. Du jour où les gens ordinaires perdront leur valeur économique, l'inégalité pourrait monter en flèche. Dès lors, loin de favoriser l'unité générale, la mondialisation risque de se traduire par une spéciation, la divergence de l'humanité en castes biologiques, voire en espèces différentes. La globalisation unifiera le monde horizontalement en effaçant les frontières nationales mais divisera en même temps l'humanité verticalement. Les oligarchies dominantes de pays aussi divers que les États-Unis et la Russie pourraient fusionner et faire cause commune contre la masse des sapiens ordinaires. Dans cette perspective, le ressentiment populiste actuel envers les élites est parfaitement fondé. Si nous n'y prenons garde, les petits-enfants des magnats de la Silicon Valley et des milliardaires moscovites deviendront une espèce supérieure aux petits-enfants des ploucs des Appalaches et des villageois sibériens. À la longue, ce scénario pourrait même déglobaliser le monde, avec une caste supérieure qui se réunirait au sein d'une civilisation autoproclamée et construirait des murs et des douves pour s'isoler des hordes de barbares extérieurs. Au XXe siècle, la civilisation industrielle dépendait des barbares pour la main-d'œuvre peu coûteuse, les matières premières et les marchés. Elle les a donc conquis et absorbés. Au XXIe siècle, cependant, une civilisation post-industrielle s'appuyant sur l'IA, le génie biologique et les nanotechnologies pourrait bien être beaucoup plus indépendante et autonome. Des classes entières, mais aussi des pays, voire des continents risquent de devenir inutiles. Des fortifications gardées par des drones et des robots pourraient séparer la zone civilisée autoproclamée, avec des cyborgs qui s'affronteraient à coups de bombes logiques, des pays barbares où des sauvages se combattraient avec des machettes et des kalachnikovs. Tout au long de ce livre, j'emploie souvent la première personne du pluriel pour évoquer l'avenir de l'humanité. Je parle de ce que nous devons faire pour traiter nos problèmes. Mais peut-être n'y a-t-il pas de nous. Peut-être un de nos plus gros problèmes est-il que les différents groupes humains ont des avenirs complètement différents. Peut-être, dans certaines parties du monde, enseignerez-vous à vos gosses à écrire des codes informatiques, alors qu'en d'autres mieux vaudra leur apprendre à tirer vite et à viser juste. Qui possède les datas, si nous voulons empêcher la concentration de la richesse et du pouvoir entre les mains d'une petite élite? La clé est de réglementer la propriété des datas. Dans l'ancien temps, la terre était l'actif le plus important, et la politique se résumait à un combat pour le contrôle de la terre. Si elle était par trop concentrée entre quelques mains, la société se divisait en aristocrates et en roturiers. Dans les temps modernes, les machines et les usines sont devenues plus importantes que la terre, et la lutte s'est concentrée sur le contrôle de ces moyens de production vitaux. Si un trop grand nombre de machines étaient concentrées en trop peu de mains, la société se scindait en capitalistes et en prolétaires. Au XXIe siècle,
Les data éclipseront à la fois la Terre et les machines pour devenir l'actif le plus important. Et la politique sera un combat pour contrôler les flux de data. Si celle-ci se concentre en un trop petit nombre de mains, l'humanité se scindra en espèces différentes. La course aux data est déjà engagée, avec en tête des géants comme Google, Facebook, Baidu et Tencent. Jusqu'ici, nombre de ceux-ci paraissent avoir adopté le modèle économique des « marchands d'attention ». Ils attirent notre attention en nous offrant des informations, des services et des divertissements gratuits, puis ils revendent notre attention aux publicitaires. Mais l'ambition de ces géants ne se limite pas à la vente de publicité. En captant notre attention, ils réussissent à accumuler sur nous d'énormes quantités de données qui valent bien plus que n'importe quelle recette publicitaire. Nous ne sommes pas leurs clients. Nous sommes leurs produits. À moyen terme, ces réserves de data ouvrent la voie à un modèle économique radicalement différent dont la première victime sera l'industrie publicitaire elle-même. Le nouveau modèle repose sur le transfert de l'autorité des hommes aux algorithmes, dont l'autorité de choisir et d'acheter. Du jour où les algorithmes choisiront et achèteront pour nous, le secteur de la publicité traditionnelle fera faillite. Prenons le cas de Google. Google souhaite atteindre le stade où nous pourrons tout lui demander et où il nous donnera la meilleure réponse du monde. Que se passera-t-il quand nous lui demanderons « Google, sur la foi de tout ce que tu sais des automobiles, et de tout ce que tu sais de moi, mes besoins, mes habitudes, mes vues sur le réchauffement climatique, voire mes opinions sur la situation politique au Moyen-Orient, quelle est la meilleure voiture pour moi ?» Si Google nous apporte une bonne réponse à cette question, et si l'expérience nous apprend à nous fier à Google plutôt qu'à nos sentiments si faciles à manipuler, à quoi pourraient bien servir les publicités d'automobiles, à plus long terme, en rassemblant assez de données et avec une puissance de calcul suffisante? Les jets des data peuvent pirater les secrets les plus intimes et se servir de ça pour choisir. Vendre des publicités peut bien être nécessaire pour soutenir les géants à court terme, mais souvent ceux-ci évaluent les applications, les produits et les sociétés selon les datas moissonnées plutôt qu'en fonction de l'argent qu'ils rapportent. Une application populaire peut bien manquer d'un modèle économique, voire perdre de l'argent à court terme, mais valoir des milliards dès lors qu'elle aspire des datas. Même si vous ne savez pas tirer profit de ces datas aujourd'hui, l'opération en vaut la peine parce qu'elle pourrait vous donner la clé permettant de contrôler et façonner la vie à l'avenir. Je ne suis pas certain que les géants des datas pensent en ces termes, mais leurs actions indiquent qu'ils prisent l'accumulation de données plus que la seule accumulation de dollars. Les hommes ordinaires auront le plus grand mal à résister à ce processus. Pour l'heure, les gens sont heureux d'abandonner leur actif le plus précieux, leurs données personnelles, en échange de messageries électroniques gratuites et de vidéos de chats amusantes. Un peu comme les tribus africaines ou les indigènes d'Amérique qui vendirent inconsciemment des pays entiers aux impérialistes européens en échange de perles de couleur et de colifichets. Si, par la suite, les gens ordinaires décident d'essayer de bloquer le flux de données, cela pourrait leur être d'autant plus difficile qu'ils seront devenus dépendants du réseau pour leurs décisions, voire leur santé et leur survie physique. Hommes et machines pourraient fusionner si complètement que les humains ne pourront survivre s'ils sont déconnectés du réseau. Ils seront connectés dès le ventre de leur mère. Si, par la suite, vous essayez de vous déconnecter, les compagnies d'assurance pourraient refuser de vous assurer, les entreprises de vous employer, et les services de santé de vous soigner. Dans la grande bataille entre santé et vie privée, la santé a toute chance de l'emporter haut la main. Le flux de data allant de votre corps et de votre cerveau aux machines intelligentes via des capteurs biométriques, il deviendra facile aux sociétés et aux organismes publics de vous connaître, de vous manipuler et de prendre les décisions à votre place. Qui plus est, ils pourraient déchiffrer les mécanismes de tous les corps et cerveaux, et ce faisant acquérir le pouvoir de fabriquer la vie. Si nous voulons empêcher une petite élite de monopoliser ces pouvoirs divins, et éviter la scission de l'humanité en castes biologiques, la question est de savoir qui possède les datas. Les données sur mon ADN, mon cerveau et ma vie sont-elles mon bien ou celui de l'État, d'une société ou d'un collectif humain? Donner à l'État mandat de nationaliser les datas freinera probablement le pouvoir des grandes sociétés, mais risque aussi d'aboutir à de sinistres dictatures digitales. Les responsables politiques sont un peu comme des musiciens,
dont l'instrument serait le système émotionnel et biochimique humain. Ils font un discours, et une vague de peur déferle sur le pays. Ils tweetent, et se produit une explosion de haine. Je ne pense pas qu'on doive confier à ces musiciens un instrument plus sophistiqué. Du jour où des politiciens pourront appuyer directement sur les boutons de nos émotions, engendrant à volonté angoisse, haine, joie et ennui, la politique ne sera plus qu'un cirque émotionnel. Autant nous sommes fondés à craindre le pouvoir des grandes sociétés, autant l'histoire suggère que nous ne sommes pas nécessairement mieux pourvus entre les mains de gouvernements superpuissants. À compter de mars 2018, je préférerais confier mes données à Mark Zuckerberg plutôt qu'à Vladimir Poutine, même si le scandale de Cambridge Analytica a révélé que ce n'était peut-être pas vraiment un choix puisque toutes les données confiées à Zuckerberg pouvaient finir entre les mains de Poutine. La propriété privée de ces données peut paraître plus attrayante que ces deux options, mais on ne voit pas trop ce que cela signifie vraiment. Notre expérience de régulation de la propriété de la Terre est riche de plusieurs millénaires. Nous savons disposer une clôture autour d'un champ, poster un garde à la porte et surveiller les entrées. Au cours des 2 siècles passés, nous sommes devenus experts dans la réglementation de la propriété industrielle. Aujourd'hui, je peux posséder ainsi une partie de General Motors et une parcelle de Toyota en achetant leurs actions. Mais nous avons peu d'expérience dans la régulation de la propriété des données, qui est par nature une tâche bien plus difficile car, à la différence de la Terre et des machines, les datas sont partout et nulle part en même temps, elles peuvent circuler à la vitesse de la lumière et créer autant de copies qu'on le souhaite. Nous gagnerions à demander à nos avocats, nos hommes politiques, nos philosophes et même nos poètes de se pencher sur cette énigme. Comment réglementer la propriété des datas? Ce pourrait bien être la question politique la plus importante de notre époque. Faute de répondre à cette question sans tarder, notre système politique pourrait s'effondrer. Les gens perçoivent déjà le cataclysme imminent. Peut-être est-ce pour cette raison que le monde perd la foi dans le récit libéral, qui voici encore une décennie paraissait irrésistible. Dès lors, comment avancer et affronter les immenses défis que représente la révolution de la biotech et de l'infotech? Peut-être les mêmes hommes de science et entrepreneurs qui ont commencé par perturber le monde pourraient-ils trouver une solution technique? Par exemple, des algorithmes de réseau pourraient-ils former l'échafaudage permettant à la communauté humaine mondiale de posséder collectivement les datas et de surveiller le développement futur de la vie? Avec la montée de l'inégalité et l'accroissement des tensions sociales à travers le monde, Mark Zuckerberg pourrait-il appeler ses 2 milliards d'amis à unir leurs forces et à faire quelque chose ensemble? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque audio audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.